Juste pour dire d'abord que la loi du 2 janvier 2002 pose trois problèmes. Un problème d'application, un problème de conception et un problème de changement de contexte par rapport à aujourd'hui. Un problème d'application car, on le sait, il aura fallu pratiquement 10 ans pour qu'elle soit appropriée par les acteurs. Donc il y a un certain décalage dans le temps sur lequel on pourrait dire un certain nombre de choses. Mais la question de l'application de la loi ne doit pas faire perdre de vue celle de la conception, car au-delà de la référence à un texte qui a une valeur emblématique, en fait, on a assisté à un grand tournant législatif qui a pris naissance à la fin des années 90 et qui se caractérise par, on va dire, une insistance forte du législateur en matière de droit et de reconnaissance de la citoyenneté des personnes. Donc il y a un changement majeur qui est intervenu. L'enjeu, dans tous les cas, c'est, au bout du compte, l'équilibre à trouver entre la référence à la notion de citoyenneté et la référence à la notion d'usager. Pour le dire autrement, on peut dire d'abord que dans cette loi, il y a eu un malentendu dès le départ, surtout lorsque l'on reprend à l'infini l'expression selon laquelle l'usager est au centre du dispositif, alors que la loi est, j'allais dire, au contraire, pour forcer le trait, l'occasion de problématiser la différence qu'il y a entre la référence à des droits censés corriger une dissymétrie dans la relation à des personnes vulnérables, d'une part, et d'autre part, la reconnaissance d'une citoyenneté pleine et entière. Et c'est là-dessus qu'on peut dire que 10 ans après, on a une évolution de la réflexion et que, d'ailleurs, le rôle d'un certain nombre d'associations d'usagers n'y est pas tout à fait pour rien. Quand on se réfère à la notion de citoyenneté, en fait, on évoque un besoin de proximité avec le droit commun. On peut dire d'une certaine façon que la thématique de la désinstitutionnalisation est en rapport aussi à cela, les questions de transversalité. Et en même temps, c'est là la difficulté, les pressions sont très fortes pour avoir des réponses spécifiques. Et alors c'est dans ce flottement législatif, je pense, qu'on doit développer notre réflexion. Par exemple, autant la référence aux droits des usagers a été forte en 2002, autant il y a quand même un écart dans la façon dont ces mêmes droits sont définis pour le champ de l'action sociale et médico-sociale par la loi du 2 janvier et la façon dont la démocratie sanitaire est définie dans la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la loi du 4 mars 2002. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais quand on regarde les deux textes, on se rend compte que la façon, y compris par exemple, de définir le statut des associations d'usagers est différente. Enfin, je passe sur un certain nombre de détails. D'autre part, donc en fait, on est face à une difficulté qui est assez générale, puisque je crois que les politiques sanitaires et sociales en France fluctuent depuis longtemps entre une tradition universaliste qui est référée à la citoyenneté et la recherche d'une adéquation de plus en plus fine, ou de la plus fine possible, entre des besoins et des réponses institutionnelles, techniques, etc. Et donc, nous sommes face à un équilibre incertain entre des dispositions qui ont un caractère transversal et des législations spécifiques. Dans ce flottement permanent, le balancier est allé ces dernières années plutôt vers des formules hybrides. Et ce qui est assez surprenant, c'est que quand on regarde les lois depuis celle de 2002, je pense notamment à la loi du 11 février 2005 ou aux lois du 5 mars 2007, ce sont des lois qui sont traversées par ces deux logiques. On sait qu'en 2005, il y a deux logiques à l'œuvre, une logique qui se réfère à la notion extensive de l'accessibilité, de tous à tout, et d'autre part, une logique de compensation. Ce qui veut dire finalement que
Pour reprendre le rapport Michel Dinet et Michel Thierry récent qui a préparé la conférence de lutte contre la pauvreté, il n'y a pas simplement une distinction à faire entre une solidarité de droit et une solidarité d'engagement, mais je dirais que la partie se joue à 4. C'est-à-dire que dans la solidarité de droit, il y a 2 façons de concevoir cette solidarité selon qu'on est sur la thématique de l'usager ou la thématique de la citoyenneté. Et il y a 2 façons sans doute de concevoir la solidarité d'engagement dans la façon dont, par exemple, des professionnels sont en mesure non seulement d'accompagner les personnes au plus près de leurs demandes et en même temps de tenir compte de demandes qui sont elles-mêmes complexes et ambiguës, parce que le rapport indique bien que les personnes, par exemple, qui sont dans une situation de surendettement n'ont pas besoin d'avoir un discours général et généreux sur la citoyenneté, ils ont besoin aussi d'avoir des réponses techniques, immédiates, et en même temps, on peut se dire que c'est aussi le problème auquel nous sommes tous confrontés. Comme je cours après le temps, vous me laissez combien? 1 minute? Une petite minute, donc je ne vais pas développer. Mais il me semble que cette réflexion-là est au cœur de la façon dont on peut repositionner l'action des professionnels. Quand, en particulier, on nous annonce des assises sur le travail social ou sur l'intervention sociale. Je pense que le problème auquel on doit penser, c'est à la fois la difficulté à définir des projets ou des stratégies d'action lorsque l'on est confronté à des problématiques multiples, parfois contradictoires, parfois intriquées, dans des relations complexes, par exemple avec le champ sanitaire. Et puis je dirais juste un mot quand même, parce que c'est à mon avis en rapport direct avec ces journées, la façon également d'aborder la question de la professionnalisation qui va en résulter change beaucoup, non seulement à travers l'ouverture au bénévolat, mais également avec un élément tiers qui se fait jour, qu'on appelle les aidants informels, les aidants familiaux. Et je pense qu'il y a aujourd'hui toute une gradation entre ces aidants informels et les aidants professionnels qui correspondent bien à cette volonté d'articuler à la fois des réponses de proximité avec un angle d'attaque beaucoup plus large que la simple réponse à des droits des usagers et en même temps la définition de compétences professionnelles spécifiques. Mon dernier mot serait pour faire l'hypothèse que nous amorçons, puisque la loi du 2 janvier 2002, comme d'autres, c'est en fait une loi de transition, nous amorçons une autre étape qui serait, je pourrais le qualifier, celle d'une période au-delà des droits des usagers, ce qui ne veut pas dire de s'asseoir dessus, bien entendu.